Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Aujourd'hui est une date symbolique. 3 mois que la révolution du sourire grandit et se renforce. Elle se fortifie des espoirs du peuple, de son unité face à l'adversité. Qui aurait pu prédire la trajectoire du Hirak au lendemain du 22 février? Qui aurait cru que la sagesse populaire amènerait le mouvement d'un cri de colère contre le 5e mandat des Bouteflika aux valeurs fondatrices de l'État? Car il s'agit bel et bien de la primauté du civil sur le militaire. Elle est là, le cœur du Hirak. Ce que nos géants historiques ont rêvé, mais qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Notre jeunesse ose le désirer haut et fort. Elle le manifeste coûte que coûte, chaque mardi, chaque vendredi, dans une résilience infinie. Malgré le jeûne, malgré les coups de matraque de la police, malgré la férocité de la contre-révolution qui tente et continuera de tenter de pulvériser le mouvement, 3 mois que les Algériens cassent avec frénésie la chape de plomb, qu'ils subissaient bien malgré eux. 3 mois qu'il y a soif de justice, une justice indépendante, pas celle au service d'intérêts privés, au service des personnes et de leurs postes. En somme, une justice aux antipodes de celle que le régime tente de faire avaler. Une justice qui ne se venge pas, impartiale, propre. Une justice qui n'est pas encore née et qui naîtra en même temps que la nouvelle République. Pour que la nouvelle Algérie puisse voir le jour, le Hirak s'est montré tranchant sur la question. Tous les symboles du régime des Bouteflika doivent tomber. Une des raisons qui rend la tenue des présidentielles de juillet impossible. Il est impensable qu'un Bedoui ou Ben Salah puisse organiser et surveiller une échéance aussi importante, surtout avec la technique et l'expertise en fraude qu'ils ont acquis ces 20 dernières années, pour ne pas dire depuis l'indépendance. Le chef d'état-major se trouve dans une position très délicate dans la mesure où les 3 derniers vendredis lui ont été dédiés tout particulièrement. Le message est limpide. L'armée, des soldats et le commandement sont 2 entités séparées dans l'inconscient collectif. Personne n'est dupe des manœuvres de Gaïd Salah qui use et abuse des prérogatives de sa fonction pour s'arroger tous les 3. S'il y a un homme fort du régime, il s'agit bien de Gaïd Salah. Il peut bien se cacher derrière une constitution que lui-même a piétinée, notamment en restructurant les différents corps de sécurité, en les mettant directement sur ou sous ses ordres. En plus du rôle éminemment politique de ces déclarations, lui, qui prétend ne pas vouloir impliquer l'armée dans la chose politique, pourquoi est-ce le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense nommé par Bouteflika qui s'adresse à la nation? Pourquoi vouloir empêcher l'exercice démocratique? Pourquoi cette tentation dictatoriale qui pousse à barricader l'entrée de nos villes? Tentation dictatoriale qui voit les escaliers ou qui vole les escaliers de la Grande Poste à nos étudiants? Ou tout simplement cette tentation de donner une nouvelle vitrine au régime pour qu'il nous survive tous, pour que Gaïd Salah ne soit pas le maillon faible. S'il y a bien une chose que ce cap veut dire, c'est la détermination à poursuivre le chemin de la démocratie, coûte que coûte, malgré les obstacles, les menaces, les violences et les intimidations, car l'Algérie n'a pas de prix. لا جراند بوست عاودت ولات كما كانت كل شيء كب في لا جراند بوست اليك شوف راتي فما يتصرف شوف راتي بيتصرف هنا يبلوكو هنا في لاتريمي شوف يرد بالو يجوزو يا وليدي انت كنز رزقني بيك ربي وعز حاجة في الدنيا عندي.
حملتك في كرشي 9 شهور ماشي قليل. شحال فرحت كي شفتك كبرت ووليت تحامي على المواطنين. اليوم 22 ناضوا خاوتك يطالبوا على حقك وحق بلادك، خرجوا يتظاهروا بالسلمية. يا وليدي بهرنا العالم وانت الاول اللي افتخرت وقلت لي يما بلادنا حتتسقم. رفت العلام وخرجت نظاهر، شفت الناس متوحدين ويعيطوا بصوت واحد، جيش الشعب خاوة خاوة. من الفرحة بكيت وزاد فيا الامل وقلت اللي فات مات والمستقبل ولادنا ظاهر. شحال حزنت يا وليدي كي شفت الناس قابلوك بحنان الورد ورديت لهم بالعنف والمطرق. حبيت نفكرك يا وليدي هادوك خاوتك ودمهم غالي على واش وصاوك. تبع قلبك يا وليدي، نعرفك حنين، خدم راسك واحمي ناسك. يا خو صارك محيرني، كي ندخل الدار تبوسني وتعنقني، كي نخرج برا باش ندافع على حقك وحقي راك تمنعني، وفوق هاد الشي زيد ضربني. يا خويا العزيز بيك، منك صح الدولة غرت بيك، راك خلعت لنا الشعب ودرت لنا لابانيك، والناس كاع راهي تهدر عليك. قول لي برك حبيت نسقسيك، يا خي رانا نقولوا باسي فيك. قول لي برك كيفاش راك تخمم، اللي راك دير فيه راضي به ولا صاحب حتم؟ بصح كاينه حاجه لازم تفهم، الشعب اليوم فطن وبغى يتكلم. خويا جيسبر راك معانا وراك فاهم باللي السيستم هذا جامي كانت عندهم جاتك الحنانه، في اللعبه تاعهم دايرين غير خانه، يوم الطفره غير في الزوالي ما هما عندهم الحصانه. أمي عزيزا تشفي بسمي تصدوضي دي غفالة، يقسيك يباس وزرم تكسضي جنوي دفوسيو أكد ثنقغارة. الحنانة تصعد ديك وليش ورومين غاريك تكسن يباس. يا أمي عزيزا أساكين وكعقل غارة شبو دار جديك أينيك سعد دادي ثمزيس وياركي عارة وغالا دار العقليك غور كثمثنيك أفوس ديك فوس تاعكم تزاينر تيفسوس. يا بني، شفت كي كنت نحكي لك على الاستعمار بنت لي ما تبدل والو كي سمعت اللي صار. ضد القوة نتاع فرنسا وحمينا حرمة الدار، اليوم حرت كي شعلت الأخبار، في عهود ما تحموها درتوا العار. فهمني يا بني علاش درتوا هكذا في بناتنا الصغار، غير بيتك على رجلها وتعرف باللي رجلها موقف. ما ترفدش يدك على خوك، على الحق راه واقف. علاش في بالك انا ما كانش عندي خيار؟ حاولوا يغيروني، انا خيرت بلادي. تعرف باللي اللي خان بلادو حياته قاع نار. ما تسمع غير صوت الحق، قلبك بيه راه يدوي الصح. Après 3 mois de révolution, quel bilan est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau, à ma droite, Idero Nouron, analyste politique. Seydir Marhaba bik. Merci, Monsieur Gasmi, pour l'invitation. On salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. À ma gauche ou sur ma gauche, Azdine Toumi, cadre à l'UDS. Marhaba bik. Bonsoir mon frère Houssine, bonsoir votre invité, bonsoir à tous les téléspectateurs et Sahar Mvankom et merci pour l'invitation. Je rappelle que l'UDS c'est le parti dont Karim Tabou est le coordinateur national. Il y aura avec nous aussi Sofiane Djilali, présidente de Djil Jadid. Pour le moment, on n'est toujours pas là, mais on l'aura donc dans quelques minutes. Idir Ounoran, 3 mois de révolution, beaucoup d'Algériens se disent et disent aujourd'hui qu'après 3 mois, c'est vrai que Bouteflika n'est plus là, mais on a un maréchal Gaïet.
Ça peut être une interprétation. Moi, je dis qu'au bout de 3 mois, il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Il est à noter que le mouvement est resté uni, malgré toutes les tentatives du système de dresser des Algériens contre d'autres Algériens. Il y a aussi le fait qu'actuellement, il y a certains hommes politiques qui rentrent dans l'arène à animer des conférences sur dans les soirées, en allant vers les populations dans certains lieux de rassemblement. Moi, je trouve qu'au bout de 3 mois, au-delà de la théâtralisation des inculpations et des arrestations, qui nous répondent, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, et puis l'information institutionnelle est en panne, donc toutes les supputations et toutes les hypothèses sont là. Au-delà de ça, moi je pense que c'est une réussite. On a gardé aussi le côté pacifique qui est très important. En attendant maintenant que le mouvement sécrète ses propres compétences et ses propres leaders, en association avec les partis politiques qui ont toujours milité pour les droits de l'homme, la démocratie, un avènement d'un état de droit, je pense qu'on va y arriver. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que jamais, au grand jamais, aucun pays n'a eu autant d'éléments favorables pour une rupture avec le système. Tout y est. On ne peut pas aller vers des élections présidentielles dans une situation qui n'est pas apaisée. Il faut prendre son temps. On ne doit pas rater ce rendez-vous. Asdine Toumi, donc 22 février, 22 mai, 3 mois de révolution, 3 mois de revendication, 3 mois de marche, de sortie, comme disait Idir, même nocturne ces derniers jours. Les Algériens sont là et beaucoup, justement, les opinions sont partagées. Il y a des Algériens aussi qui disent qu'il y a énormément d'acquis, justement, depuis le 22 jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il y a 3 mois, vous l'avez bien dit, qui aurait parié que les Algériens d'abord sortiraient dans la rue pour demander la démocratie et les libertés, et qui aurait parié... Même si les Algériens ont quand même... Et qui aurait parié que le mouvement va se maintenir avec la même ferveur, avec la même volonté pendant 3 mois. Et puis Silmiya aussi. Silmiya, Hadaria, Hadaria, d'une manière très civilisée. Et il y avait la détermination aussi, parce que le pouvoir avait affaire à un peuple assoiffé de la démocratie, assoiffé des libertés, assoiffé de justice et de droit. Privé de parole. Privé de parole, privé d'espace pour parler, et d'espace pour manifester, etc. Donc c'est un peuple qui est sorti, qui a réussi à sortir la tête de l'eau. Et je pense que la bouffée d'oxygène et la fraîcheur qu'a connu le peuple algérien après le 22 février, c'est exceptionnel. Et puis, la chose la plus importante à retenir aujourd'hui, c'est que le peuple est toujours là, notamment cette dernière semaine où il a lancé... Est-ce que le régime est toujours là, lui? Le régime, il essaye de garder le même cap. Il avait le cap dès le début, avant même le Hirak, il avait des plans. Donc, il garde toujours le même plan. C'est les élections. Donc, lui, il est dans un espace-temps et le peuple, il est dans un autre espace-temps qui ne se rencontreront jamais. Donc, le pouvoir, il est là. Il a toujours le souci d'affaiblir le mouvement. Et il était dans la logique de trouver les moyens et de se donner les moyens. Comment casser le mouvement, comment vider le mouvement de son sens politique et de son prolongement politique pour pouvoir se renouveler lui-même, pour pouvoir se maintenir au pouvoir avec d'autres visages. Certainement, il va essayer de donner l'impression qu'il est en train de changer, mais réellement, dans la réalité, il ne fait que bouger les choses pour à la fin, tout reste à sa place. Gaïd Salah, donc, comme je disais tout à l'heure, il n'arrête pas donc de faire ses sorties un peu politiques et politiciennes surtout. Lui qui dit qu'il ne fait jamais de politique, que l'armée est loin de la chose politique. Ce matin, il dit que tout le monde sache que nous nous sommes engagés plus d'une fois et en toute clarté à n'avoir d'autres ambitions politiques que celle de servir notre pays.
Oui, mais ça c'est un effet d'annonce. Nous, on le disait depuis très longtemps, le pouvoir, l'armée a toujours été le cœur central et le cœur nodal du pouvoir, d'où tout était organisé. Mais ça remonte à l'histoire. À l'histoire, déjà... Oui, mais j'ai envie de dire de qui se moque-t-on quand même quand on fait ce genre de déclaration? Il faut comprendre que l'armée algérienne et les officiers de l'armée issus de la guerre de libération, pour certains d'entre eux, pour d'autres ils étaient parqués au niveau des frontières, ça a une origine historique. Il faut que les téléspectatrices et téléspectateurs comprennent. C'est la même matrice. Regardez ce qui est arrivé quand l'armée des frontières a pénétré sur le sol national libéré après les accords d'Évian. Toutes ces questions-là et la notion de proto-État, c'était l'armée qui a été organisée avant l'État. On ne peut pas nier, les incidences négatives de certaines organisations sur le déroulement démocratique du pays. Ça, c'est d'une part. D'autre part, M. Gaïd Salah dit « je ne fais pas de politique ». Il fait de la politique. Il a même, enfin, bon, je le dis, j'ai déjà dit, il a considéré la Constitution comme un self-service. Quand il a besoin de l'article 102, il le convoque. Donc il est hors Constitution, parce que ce n'est pas dans ses prérogatives constitutionnelles. Et là, on peut donner plusieurs exemples. Et par contre, il nous propose d'aller vers le processus constitutionnel et aller aux élections. Oui. Moi, je pense qu'il n'entend pas assez ce que dit le peuple, ce que dit le peuple et ce qu'il porte comme objectif et comme on va dire, message. Il ne veut pas, on est dans le cadre d'une révolution. Et à la limite, la Constitution est mise de facto de côté. C'est ce que disait Taleb Ibrahimi d'ailleurs aujourd'hui dans Saleh. On va revenir à l'ère de Taleb parce qu'elle est très bien montée, Ouais. Qui plus est. Par contre, quand on dit il a choisi le processus constitutionnel, alors il faut dire à M. Gaïd qu'on ne peut pas aller aux élections présidentielles avec la même loi électorale, avec les mêmes pouvoirs attribués au président de la République qui sont des pouvoirs de droit divin. Ouais. Avec des lois électorales d'administration. comme ça, avec des règles d'éligibilité des candidats qui restent inchangées, avec des institutions qui restent inchangées. On ne peut pas aller à des élections dans le canevas proposé par l'ancienne Constitution. Donc on est obligé, moi à mon sens, de passer par un processus constituant. C'est inévitable, parce que les règles du jeu doivent changer. Oui, mais non, Gaïd Salah a parlé avant-hier, hier et aujourd'hui. Donc c'est trop. C'est trop, c'est tous les Algériens qui disent ça, mais surtout le contenu. Il ne parle pas de proposition politique, il ne parle pas d'initiative politique. Loin de là, il se demande, même demande au peuple algérien où sont passées les personnalités, où est passée l'élite de l'Algérie, où sont passées les initiatives. Est-ce que cet homme-là vit vraiment en Algérie? Je vais vous dire une chose, je pense que les spin doctors qui l'entourent, ou comme moi je l'ai eu à le dire, son politburo, c'est-à-dire son bureau politique au niveau de l'état-major, ne prennent pas la mesure de la situation. Ça c'est un. Et de deux, l'élite algérienne est liée. Elle est dans des associations, elle est dans des partis politiques. Par contre, là où il a raison, c'est que les partis politiques, dont M. Tabou, dont M. Sofiane Djilali, dont Mme Zoubida Assoul, etc., des personnalités politiques de l'envergure de Saïd Saadi, de Jamal Znati, et puis je peux en réciter pas mal, ne se sont pas mis autour d'une table pour essayer de construire une alternative à la proposition d'état-major. C'est qu'en face, je suis désolé de le dire, à part M. Mohsen Belabès qui a fait une déclaration écrite, à part M. Sofiane Djilali qui a donné quelques pistes sur la sortie de crise, il n'y a rien. Ah bah si, on a vu les partis de l'Alliance qui ont... Attendez, ben justement. Présent, on est là. Oui, M. Gasly, vous avez tout à fait raison. Alors que le FLN soutient la démarche de l'état-major, ce qui est anormal, que le MPA salue aussi, que Mokri s'aligne, et que même M. Djaballah. Est-ce qu'on ne veut pas aller finalement vers un choc frontal entre le système et ces partis féodaux, parce qu'il faut les nommer comme ça, je dirais même pas conservateurs féodaux, et ceux qui veulent vivre la liberté et donner l'espérance à la jeunesse algérienne. Toutes ces questions restent posées. Mais là où je crois que les partis politiques, les personnalités politiques, ceux qui ont une ambition historique pour le pays, celui qui a une idée historique du peuple aussi, puissent se rencontrer. Essayer de préparer ne serait-ce qu'une alternative à ce que propose M. Gaïd Salah. À ce moment-là, je suis intimement convaincu qu'avec les manifestants, c'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça va décanter la situation, et à ce moment-là, d'autres rapports de force peuvent être construits. Comment ça va se décanter? La décantation de l'intérieur, c'est comment? Non, je parle au niveau du Hirak. S'il y a des propositions sérieuses,
par des partis politiques, par des personnalités politiques, mais pas simplement à l'échelle individuelle, de manière concertée, je pense que... Mais lui... Que demande le Hirak, en fait? Il demande tous les gens qui ont été dans la Mais Gaïd Salah, dans ses discours, M. Nouren, justement, néglige toutes ses revendications. Il néglige le Hirak. Il parle de la corruption encore aujourd'hui, ce matin. Il parle encore de l'Fassad, de l'Aïsaba. Mais hier soir, on a vu, tous les Algériens étaient surpris de voir la Grande Poste, les escaliers de la Grande Poste barricadés. Bon, pour moi, on a vu aussi à Borj Bouarridj le palais du peuple, le Qasr al-Shab, kif barricadé, la nuit, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, parce que c'est des lieux symboliques à Borj Bouarridj et à Alger. Il aurait fallu aussi qu'il y ait une communication en disant que la wilaya puisse exprimer et dire dans un communiqué, voilà, nous barricadons. Mais ils ne peuvent pas le faire comme ça. Pour moi, c'est une insulte aux manifestants, c'est une insulte au peuple d'Alger. Ça, c'est très important. Asdine Toumi, pourquoi Gaïd Salah, justement, ne veut pas comprendre la revendication initiale ou principale du peuple algérien? On vient de parler justement des 3 mois de révolution, qui est tout simplement système dégage. Non, c'est une question de conviction et une question de mental aussi. Parce qu'il dit qu'il est au service de son pays, mais on ne peut pas prétendre... Et du Hirak aussi. On ne peut pas être au service... Pour être au service d'un pays, il faut être au service du peuple. Et être élu. À la base, il faut être au service du peuple. Et le peuple, aujourd'hui, il a des revendications, il a des doléances. Il demande un changement radical, il demande la rupture avec l'ancien système. Et Gaïd, jusqu'à aujourd'hui, il voit dans son mental, il n'arrive pas à intégrer qu'il ne traite pas ce mouvement comme étant une révolution ou un hirak. Il pense jusqu'à aujourd'hui, il pense que c'est une conspiration, que c'est un complot. Souvenez-vous, il nous a traité Mugharrar Bihum il n'y a pas longtemps. Donc jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir et le chef d'état-major, il croit profondément que c'est un complot. Donc il traite le mouvement comme étant, il traite la révolution comme étant... De qui, par qui? Comment ça complot? Parce qu'au début, il nous parlait de l'Aïsaba. Aujourd'hui, l'Aïsaba, ils sont en prison. C'est un complot des clans au pouvoir, des clans qui ont été au pouvoir, qui sont encore au pouvoir. Donc tout ça s'inscrit dans la lutte au pouvoir qui avait commencé avant le Hirak. C'est une lutte au pouvoir qui avait commencé bien avant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être avec le Hirak et tourner le dos à toutes les revendications politiques du Hirak. Le Hirak, d'abord, les revendications de la révolution ne peuvent pas être limitées à un article de constitution qui est l'article 102, qui ne permettra à aucun moment de faire la rupture ou de changer le système, parce qu'on va continuer dans la même constitution, dans les mêmes lois, avec la même administration, les mêmes mécanismes, etc. Donc, ils vont aboutir au renouvellement de la même. Il y a le système de Bouteflika pendant 20 ans, il avait généré des hommes d'affaires, il avait généré de l'argent sale et des hommes d'affaires corrompus, etc. Mais si on garde le même système, même ceux-là, ils sont en prison, vous mettez tout le monde en prison, le même système, il va régénérer encore d'autres hommes d'affaires corrompus, il va régénérer de l'argent sale, il va régénérer de la corruption et de la fraude, etc. Donc, tant qu'on est dans le même... D'ailleurs, regardez, la preuve, c'est hier, je tiens à dénoncer d'une manière, je ne sais pas, forte, la répression qu'avaient subi les étudiants hier, pendant le mois de Ramadan, les étudiants et les étudiantes avec des matraques, etc., et du gaz de lacrymogène. D'ailleurs, j'ai été frappé par un slogan, je voulais revenir là-dessus, hier, qui a été porté par les étudiants, où il avait été écrit « Nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes ». C'est important. Cette jeunesse, elle a des rêves. Cette jeunesse, elle a un espoir. Cette jeunesse se projette dans l'avenir. Et Gaïd Salah, avec son plan, il est en train de piétiner ce rêve. Il est en train d'empêcher ces rêves de se réaliser. Avec nous, Sofiane Djilali, président de Djil Jadid. Sofiane Djilali, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir. Sofiane Djilali, le peuple algérien a donc un rêve. Ce rêve est celui de construire un État fort. Ce rêve est celui de construire un État des libertés, un État des droits de l'homme, un État hurra, c'est ce qu'ils disent les jeunes. Jazaïr hurra démocratia. Quel est le rêve de Gaïd Salah aujourd'hui?
Écoutez, tout d'abord, mes amitiés à Merci. vos invités. Le rêve de l'Algérien est très simple et compliqué à la fois. Il est très simple parce que c'est ce que demande en général tout être normalement constitué. Il veut avoir un horizon visible, il veut, pour un jeune, il veut s'assurer qu'il aura du travail le moment venu, et il veut avoir les moyens de vivre de manière digne, et donc pouvoir consommer, pouvoir sortir, avoir des loisirs. Et c'est cette perspective-là qu'il n'a pas aujourd'hui. Et il a bien compris, le jeune d'aujourd'hui, que s'il n'a pas cette perspective, malgré le fait qu'un pays soit riche, qu'il ait beaucoup de potentiel, qu'il y ait un territoire immense, qu'il y a des capacités d'investir dans tous les domaines, eh bien, s'il n'arrive pas, c'est que le régime a tout faussé. C'est un pouvoir politique qui ne réfléchit pas à l'avenir du pays, mais qui réfléchit son présent à lui. Et j'ai bien peur que Gaïd Salah soit le digne représentant de ce pouvoir-là, c'est-à-dire des hommes qui réfléchissent à eux-mêmes, à leurs intérêts, à leurs proches, et ils oublient l'essentiel, ils oublient leurs responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de tout un peuple, de toute une nation. Mais quand Gaïd Salah dit servir notre pays conformément à nos missions constitutionnelles et voir notre pays prospère et sécurisé, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne voudrais pas rentrer en polémique avec les discours, surtout quand c'est des discours, j'allais dire, de langue de bois. Maintenant, Gaïd Salah est sur le front, il a une très lourde responsabilité. Autant les années précédentes, il se voilait la face en parlant toujours d'un président qui était là au-dessus de lui, autant aujourd'hui il est sur la ligne de front. Et pour aller de l'avant, nous avons besoin d'un minimum de sérénité. Il faut que les dirigeants du pays comprennent que leur temps est fini, qu'il est révolu, et il faut qu'ils passent la main. Il faut qu'ils comprennent que le moment est venu pour préparer l'avenir. Mais monsieur Sofiane Djellali, vous dites les dirigeants. Est-ce qu'on a le droit de mettre ça au pluriel? Parce que moi, j'ai lu personnellement aujourd'hui dans plusieurs titres algériens qui disent que Gaïd Salah a effacé tout le monde. Et il n'y a plus personne aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les coulisses. J'imagine que de toute façon, il a des gens avec lesquels il travaille, il lui rédige ses interventions, il transmet ses instructions, ses ordres, etc. Donc, on ne peut jamais isoler tout un pouvoir en une seule personne, même si elle l'incarne. Je pense qu'il a une très lourde responsabilité maintenant et il devra faire bon usage parce que sinon, il sera lui aussi jugé par l'histoire et peut-être même par les hommes, et ce n'est pas exclu qu'il soit jugé à ce moment-là au présent. Donc, quel que soit X, qu'il soit seul ou accompagné, ou mal accompagné, le pouvoir devra faire maintenant prendre en compte ce que veut la jeunesse, ce que veulent ces nouvelles générations, c'est-à-dire construire un état de droit, se retrouver comme citoyens égaux devant devant le pouvoir, devant les droits et devoirs. Et ils veulent une démocratie, ils veulent qu'on les entende. Ils ont plein de choses à donner, ils ont de la force, de l'énergie, de l'inventivité, de la créativité. Il faut les écouter sérieusement, il faut leur faire confiance. C'est le moment maintenant de fermer une page de l'histoire de l'Algérie. Ce qu'aurait pu être une première république, je ne sais pas comment on la jugera au final, mais nous avons besoin maintenant de construire une deuxième république avec cette nouvelle génération qui a d'autres valeurs, une autre vision du monde, d'autres espoirs. Restez avec nous, monsieur Sofiane Djellali Idir. C'est vrai que, oui, ce n'est peut-être pas une personne ou deux ou trois. Par contre, l'Algérien, le citoyen algérien, lui, il se demande quand même, et c'est peut-être une question légitime, est-ce que cette personne a le droit d'incarner tout un pays comme ça? Évidemment pas. Tout le pouvoir. De toute manière. Mohsin Ben Abbas, aujourd'hui, sur sa page Facebook, il dit que, justement, Gaïd Salah s'est octroyé tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.
Il a en partie raison. Maintenant, il s'improvise. Vous savez, Louis XIV a dit un jour, l'État, c'est moi. J'espère que M. Salah Gaïd n'est pas dans cette configuration-là. Ça, c'est important de le dire. Mais moi, je voulais dire, est-ce que cette peur, justement, est légitime? L'Algérien lambda, aujourd'hui, il a peur. Non, ce n'est pas la peur. En fait, la peur, elle se situe au niveau de ceux qui, aujourd'hui, instruisent les affaires du pays, c'est-à-dire le chef d'état-major et son état-major. C'est là que se situe le problème. La rue n'a pas de problème, elle a des revendications. Oui. Et dans toutes leurs analyses, il me semble que moi, l'état-major se trompe. Parce que la jeunesse qui manifeste, que ce soit les étudiants, que ce soit les trentenaires, les quadras, veulent écrire leur propre histoire. Or, nous avons affaire à des gens qui ont déjà écrit une partie de leur histoire. La jeunesse qui manifeste aujourd'hui est en rupture idéologique sur tout. Absolument. Sur les instruments démocratiques, sur la notion de démocratie, sur le statut de la femme, sur les libertés, sur l'état de droit, sur la justice. En plus, ils sont beaux, en plus, ils manifestent pacifiquement, et en plus, c'est pour ça que je rejoins tout à fait M. Sofiane Djilali, laisser cette chance à la jeunesse. Oui. Parallèlement à cette rupture idéologique avec les pratiques anciennes, ils ont un rêve. Parce que tout simplement, M. Gasmi, ce sont des citoyens mondialisés. Les réseaux sociaux sont là. Ils savent ce qui se passe à Manille, comme à Singapour, comme à Luanda, comme à Buenos Aires. Il n'y a aucun souci là-dessus. Fort de ça, ils ne peuvent plus enfermer dans la même matrice ceux qui sont issus du mouvement national, avec des réflexes du mouvement national, des pratiques du mouvement national, parce qu'il faut le rappeler, les différents politiques durant le mouvement national étaient réglés par des assassinats. On réglait des différents politiques par des assassinats. C'est plus possible. La violence du pouvoir qui s'est instaurée durant le mouvement national, pendant la guerre de libération et après la guerre de libération, ce n'est plus possible. C'est pour ça que tous les scénarios à la Sisi de manière violente, moi je ne pense pas qu'ils ont de l'avenir dans le pays. Cette jeunesse s'exprime, elle n'est pas dans le stade de légitimer des gens, ce qu'a dit M. Gaïd Salah, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de politique, je suis désolé, vous ne les voyez pas et vous ne voulez pas les entendre. Le problème, il est là. C'est cette problématique, il faut la poser à l'envers. Washington Post, selon donc, un article sur Washington Post, ils disent que tant que le mouvement populaire reste uni et mobilisé, l'armée algérienne aura du mal à réprimer. Elle ne pourra pas réprimer, parce que la révolution de notre peuple et surtout de notre jeunesse est mondialisée aussi. Ouais. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un coup de force ou de réprimer. Quand vous savez que c'est des marches à millions et qu'on ne nous signale même pas des incivilités, c'est-à-dire des prises de tête ou de jeunes qui se disputent, avec le respect de la femme. Et souligner un facteur très important, c'est celui de Khawa Khawa. Puisque du moment où les Algériens, ce slogan prend justement son ampleur et sa place, c'est que cette armée ne peut rien faire normalement, à part écouter justement cette rue. Vous savez, les gros enjeux, ce n'est pas des enjeux immédiats. Parce que la crise, elle va trouver une solution. Ça prendra du temps. Et ça prendra ce sera fonction des désirata des hommes politiques qui sont censés nous représenter avec des courants d'idées différents, mais qui se mettent autour d'une table et présenter une véritable alternative par rapport à l'état-major, fort des revendications de la révolution du sourire aux citoyennes ou du Hirak. Ça, c'est une articulation qu'il faut se faire. Et avec ça, chercher un compromis historique entre l'état-major et donc les hommes politiques, la société civile et les représentants du Hirak. Ça peut se construire, ça, assez rapidement. Par contre, ce dont a peur l'état-major, en fait, c'est que nous rentrions dans un processus constituant. Parce que la solution du pays n'est plus dans ce type de constitution, dans son préambule, parce qu'on a une crise démocratique, on a une crise institutionnelle, il n'y a pas de président de la République, vous l'avez signalé. Il n'y a pas de Premier ministre, on ne sait pas ce qu'il fait. Il n'y a pas d'Assemblée. À part qu'elle s'est réunie, et puis les députés du FLN qui rentrent dans le bureau du président du FLN, etc., etc. Ça, ce n'est plus possible. Ça, il faut que ça s'arrête. Et c'est une des raisons pour lesquelles la jeunesse et le Hirak se mobilisent aussi. Azdine, on a parlé donc du Hirak, on a parlé de l'état-major, et il y a aussi la classe politique. Et on a vu justement les positions ou quelques déclarations du MPA, Ammar Ben Younes, de Ammar Roul, du RND, du FLN, qui sont venus tout de suite, du MSP, qui sont venus tout de suite, d'une manière ou d'une autre en tout cas, dans leur déclaration, Rouscous à Gaïd Salah et à cette déclaration.
Il y avait, du temps de Bouteflika, il y avait Moualet autour de Bouteflika. Aujourd'hui, c'est les mêmes partis politiques qui sont des partis de Moualet de Gaïd Salah. C'est le système qui est en train de se remettre en place avec les mêmes schémas, avec les mêmes perspectives. C'est de se maintenir au pouvoir. Une nouvelle virginité? Non, ils se cherchent. Non, c'est un coup de force. Parce que le peuple ne croit plus à eux. D'ailleurs, revenons sur Gaïd Salah. Pourquoi il ne peut pas être l'homme de la situation? Pour deux raisons principales. D'abord, la première, la Constitution ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans une crise politique qui concerne tout un pays et qui concerne tout un peuple, ne concerne pas l'institution militaire. Et on va revenir justement à ces termes. Et puis là, j'ouvre une parenthèse pour encore une fois dire que nous, on n'est pas contre l'institution militaire, qu'on soutient nos frères militaires qui veillent à notre sécurité dans des conditions difficiles, notamment dans ce bois sacré, et on les salue à partir de là. Mais le chef d'état-major n'a pas le droit de s'immiscer en politique, on l'a dit à plusieurs reprises. Pour la deuxième raison, c'est que tout simplement, il fait partie de cette génération qui est en décalage total avec les aspirations de la jeunesse, avec la pensée, avec l'avenir de ce pays. Regardez les discours qu'il décline à chaque fois. Ils sont, la jeunesse aujourd'hui, ils sont hermétiques à ce genre de discours, etc. Donc je pense que c'est une génération qui doit impérativement céder sa place et dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compétences, et dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique en Algérie, c'est une erreur et c'est un mensonge. Si ce n'est pas une erreur, c'est un mensonge. Monsieur Sofiane Djilali, sur le même sujet, donc plusieurs partis politiques qui ont montré aujourd'hui, hier, leur soutien à Gaïd Salah et à la feuille de route de Gaïd Salah. À mon avis, ces partis se sont accrochés comme des parasites puisqu'ils voient par où tourne le vent et ils s'accrochent. N'importe qui en position de force, ils le soutiendraient sans aucune pudeur. Maintenant, je pense que nous sommes dans une situation à peu près au milieu du gué. Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major, n'avait pas prévu du tout ce mouvement du 22 février. S'apprêtait d'ailleurs à soutenir un 5e mandat. Et puis, au bout de 3-4 semaines, il s'est retrouvé impliqué dans ce changement de régime politique. Et il est évident qu'il n'avait rien anticipé et que forcément maintenant, ce qui reste de l'État algérien, ils se sentent un petit peu assiégés. Il faut comprendre que la présidence est effondrée, le Parlement n'a plus aucun rôle. En fait, le régime politique s'est effondré. Et où s'arrête le régime politique et où commence l'État qui représente la sécurité nationale du pays, qui représente en fait la colonne vertébrale de ce que peut être le pays. Cet État-là, il se sent assiégé. Donc, il va falloir agir en connaissance de cause et en essayant d'équilibrer le tout. Il est absolument nécessaire qu'on aille vers un nouveau régime. Pour aller vers le nouveau régime, il faudra passer par une période de transition. Cette période de transition doit permettre de remettre en place un minimum de règles consensuelles, des règles du jeu politique, c'est-à-dire permettre l'action politique librement, ouvrir les médias, revoir la loi sur les partis politiques, sur les syndicats, sur les associations, ainsi qu'une commission indépendante pour réguler les élections. À partir de ce moment-là, je comprends que l'armée souhaite aller vers une présidentielle et non pas vers une constituante, parce qu'aller vers une constituante, c'est maintenir en place un régime de transition trop long, qui peut prendre 2-3 ans, et durant lesquels l'armée sera embourbée dans la situation politique, parce qu'une constituante, ça signifie ouvrir tous les dossiers qui ne sont pas toujours des dossiers faciles, où il y aura beaucoup de conflits autour des positions. Et donc, à ce moment-là, c'est une manière d'impliquer l'armée dans la régulation politique. Et je crois que personne n'a intérêt à cela.
ni le pouvoir lui-même, ni l'armée, ni le peuple, ni l'opposition. Et c'est pour ça que je pense que la seule issue possible, c'est qu'après une courte transition de 6 à 12 mois au maximum, aller vers de vraies élections présidentielles, et c'est au président élu légitimement que reviendra la responsabilité d'ouvrir le chantier de la Constitution à travers un dialogue élargi et de refaire complètement les institutions de la République. Pour une fois, elles seraient construites à ce moment-là sur une base solide. Sofiane Djilali, restez avec nous et dire, vous voulez rajouter quelque chose parce qu'on a un graphique à passer. Oui. Pardon, je souscris en grande partie à ce qu'a dit M. Sofiane Djilali, parce que c'est l'une des méthodes pour y arriver. Il est dommage que d'autres responsables de partis politiques ne sortent pas de sortie de crise, parce qu'il faut en parler aussi. L'état-major et M. Sofiane Djilali... Il y a un problème de terminologie aussi, j'ai l'impression, oui. M. Oudouran. C'est-à-dire sortir de crise et aller vers une nouvelle république, est-ce que c'est... Je vais vous dire une chose, on doit passer à un ordre juridique nouveau. Il passe par... si on entend les gens du Hira qui vous disent cette constitution, on n'en veut plus. On est obligé de passer par une deuxième constitution. Et les enjeux sont majeurs, c'est des enjeux chrysogène pour l'avenir du pays. Mais est-ce que parler de crise, ce n'est pas rentrer dans le cadre de la logique de Gaïd Salah? Pas Parce du tout. Que la rue dit « Nous voulons un État des droits, nouveau hurra, démocratia, jazaïr jadida ». La rue ne parle pas de crise. La rue ne parle pas de crise, mais nous sommes dans un environnement chrysogène. Il y a de la crise partout. Il y a de la crise dans les familles, il y a de la crise dans la rue, il y a de la crise dans les options politiques, dans les options philosophique, il y a de la crise partout. Mais est-ce que beaucoup diraient aussi, M. Nouron, que c'est le pouvoir, c'est le régime lui-même qui a une crise ou qui est dans une crise? Le pouvoir, il s'est embourbé par l'état-major. L'armée s'est surmédiatisée à travers celui qui est censé l'incarner. Il faut à tout prix qu'il arrête de communiquer et qu'il laisse les politiques et le Hirak et la société civile régler des problèmes politiques. Nous ne sommes pas à établir des plans d'attaque de guerre ou de plans d'attaque Nous sommes là à essayer de régler une crise politique. Je reviens vers vous. On a un petit graphique à passer normalement, Abdallah. Je ne sais pas s'il est prêt. Azdine Toumé, donc Talib Al-Ibrahimi, dans un nouveau communiqué, une nouvelle lettre envoyée à la jeunesse, c'est comme ça, c'est précisé, hein, il est Shabab, il précise, il parle de la transition, justement, il parle de la situation actuelle, il parle de l'armée, il parle de la justice aussi, de tous ces dossiers de corruption, et il interpelle l'armée. Il faut restituer la souveraineté au peuple. Et il dit aussi que l'armée doit cesser de soutenir les institutions de l'État rejetées par le peuple. Quand on avait commencé l'émission, on avait dit que la révolution a commencé il y a 3 mois, d'abord. Donc, tous les messages qu'avait adressés aujourd'hui Ibrahimi, c'est des messages qui ont été, c'était des revendications de la population depuis le 22 février. Le peuple avait rejeté
le gouvernement avait rejeté les ministres, avait rejeté Ben Salah, avait rejeté la Constitution, avait rejeté tous ces symboles de l'ancien système. Donc il fallait dès le début écouter la population. Et pour revenir au mot crise, je pense qu'on n'est pas dans une crise. La crise, c'est les gens qui cherchent aujourd'hui, qui essayent de chercher les solutions à cette crise, c'est eux la crise. La crise, c'est la crise du système. C'est lui qui était dans une crise importante et dès lors, et dès le début, il se cherchait des solutions, il se cherchait des moyens pour se sortir de cette crise. C'est pour ça que je dis, dans le concept, il doit être mis dans le contexte actuel, c'est que la révolution, elle est venue pour trouver la solution aux crises algériennes que le pouvoir avait causées. On n'est pas là pour trouver la solution au système. Et dès le début, le plan de Gaïd Salah et le plan du pouvoir, c'était de comment sauver le système, comment trouver la solution à la crise que vit le système lui-même. Donc aujourd'hui, dire qu'on est en crise, que le mouvement est un complot, etc., je pense que c'est antiproductif pour la révolution. Oui. Ce que je voulais dire, j'ai des nuances avec ce que dit notre camarade là, parce que quand il dit qu'il n'y a pas de crise, on a une crise institutionnelle. Elle va arriver si les solutions ne sont pas trouvées. Comment vous pouvez décrire et qualifier... Je parle du mouvement, parce que le Gaïd, Amara Ben Younes, par exemple, aujourd'hui, il avait dit que pour sortir de la crise, etc., c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la révolution. Donc la révolution, elle porte des revendications. Soit on voit ça comme étant une crise, on cherche comment la gérer, soit on répond favorablement aux revendications. D'où ma question, justement. Je disais, est-ce qu'on parle de la crise que vit le régime ou la crise que vit le pays? Non. De toutes les manières, les éléments constitutifs de la crise, c'est à la fois l'état-major actuellement, c'est le seul détenteur du pouvoir. Nous avons une Assemblée nationale qui ne fonctionne pas, un Sénat qui ne fonctionne pas, un Premier ministre qui est inaudible et il est invisible, un Sénat qui n'a même pas renouvelé sa présidence par intérim. Et on a un vide institutionnel grave, et ça s'appelle une crise. Comment la régler? Maintenant, il ne faudrait pas surfer sur une espèce de populisme et dire c'est la révolution. Vous êtes obligé de discuter avec votre adversaire, je n'ai pas envie de dire ennemi. Donc il faut cristalliser la demande, lui donner du sens, qu'elle fasse écho à l'ensemble ou à une grande majorité des Algériens pour pouvoir aller de manière décidée, de manière soudée vers le dénouement. Parce que le dénouement, c'est quoi? Moi, je peux avoir une idée. C'est une transition avec une assemblée constituante. Et moi, je suis de l'avis de M. Sofiane Djilali qu'il faut une élection présidentielle après le processus constituant. Parce qu'on ne peut pas aller dans une constitution avec des pouvoirs exorbitants au président. Parce qu'ensuite se pose un problème aussi du régime. De quel régime vous voulez parler? Hyper-présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire? Ces questions fondamentales, je termine s'il vous plaît, ces questions fondamentales, elles doivent être réglées avant l'élection présidentielle. Ça, c'est des règles. Par la suite, on pourra régler les problèmes qui sont très difficiles à gérer, et M. Sofiane Djilali a mis le doigt. C'est revisiter la nation. C'est quoi être algérien aujourd'hui? Vous savez, le problème de la nation doit être révisé. Est-ce que les institutions qu'on a aujourd'hui peuvent répondre aux besoins démocratiques de la population? Oui ou non? Quel état de droit nous voulons? Quelle architecture institutionnelle nous voulons? Toutes ces questions qui sont le corps nodal de notre futur, ou du moins de votre futur et celui de vos enfants, pour que vous puissiez vivre dans un état de droit équilibré. La question, elle est là. Parce qu'ensuite, il faut penser aussi à la prospérité économique. Quel est l'homme politique aujourd'hui qui dit publiquement où est-ce que ça en est la planche à billets? Quel est le niveau de notre endettement? Tous nos indicateurs économiques sont au rouge. Ah, d'accord, la révolution, mais que des politiques prennent l'ensemble des problèmes et puissent en discuter avec les manifestants, avec la société civile. Ibrahim, justement, on a parlé, il a dit qu'il faut aller vite vers une solution parce qu'on a aussi une crise économique qui nous attend, on a des difficultés. Oui, Monsieur Gasmi, juste pour terminer, parce que j'aurai terminé. Parce qu'ensuite, ce pays, est-ce qu'il ne faudra pas changer sa doctrine diplomatique? Voilà des vraies questions. Sa politique de défense, ce n'est pas un secret, ça, tout le monde parle, chaque pays parle de sa défense. Est-ce que notre doctrine militaire va rester en l'état? Malgré le fait que notre armée, comme vous l'avez si bien dit, nous ne sommes pas contre l'institution militaire, c'est l'armée de tous les Algériens.
Par contre, dans une situation de crise, je dis de crise, parce que c'est une crise, dans cette situation de crise, l'état-major à sa tête, M. Gaïd Salah, devrait faire preuve de précaution et devrait faire preuve de mesure, parce qu'en face, il a un peuple déterminé, et là je vous rejoins. Je ne pense pas que quand le peuple, dans sa majorité, investit la rue et formule des revendications politiques et fortes, je ne pense pas que le pouvoir a le choix de négocier avec le... On ne négocie pas quand le peuple sort dans sa majorité et demande la démocratie et demande des revendications. Mais comment vous allez faire ? Je pense que le pouvoir doit s'exécuter et doit répondre favorablement aux revendications de la population. Et la question centrale de la crise algérienne, c'est la démocratie. On ne peut pas avoir une économie prospère, on ne peut pas avoir des institutions fortes quand il n'y a pas la transparence, il n'y a pas un état de droit, il n'y a pas de la démocratie. Donc la question centrale aujourd'hui, c'est la démocratie. Et c'est ce que revendique aujourd'hui le peuple dès le début. Et puis aujourd'hui, nous, on est contre toute négociation avec le même régime. 3 mois, maintenant ça fait 3 mois que la population avait investi la rue. Et toujours le pouvoir, il est dans cette logique de gagner du temps. Et c'est le pouvoir qui a toujours voulu... Rappelons aussi que le peuple, lui, la rue, a voté l'article 7 et 8 depuis maintenant 3 mois. Non. Bien sûr. Ce que disait notre ami là, en disant on ne négocie pas avec le pouvoir. Ah, qui vous a négocié? Vous êtes qui? Non, on négocie. Si comment vous allez capter la demande politique unifiée, homogène du Hirak? Par exemple, comment vous allez capter la demande culturelle? Par exemple, la rue, elle demande le départ de Ben Salah, le départ de Bedoui depuis... Ça, c'est des préalables. Excusez-moi, il n'y a pas de souci. Je vais terminer. Elle le demande depuis des mois maintenant, et Gaïd Salah maintient le cap de l'organisation des élections par ces 2 personnes. Or que la rue, elle demande leur départ, qu'ils partent d'abord. Là, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que le pouvoir attend? Je suis entièrement d'accord. C'est dans la formulation. C'est dans la formulation. Donc il ignore les revendications de la rue et nous demande de négocier. Mais moi, j'ai des revendications. Non, ils ont appelé aux négociations. Ben Salah avait appelé, Gaïd Salah avait appelé. Ils ont même fait le marketing de l'idée que la révolution doit se structurer. Il doit y avoir des représentants. Mais pourquoi? Parce que le peuple, il cherche toujours des têtes avec qui marchander, acheter et vendre, etc. Monsieur Sofiane Djilali, c'est presque exactement ce que Taleb Ibrahimi disait justement dans sa lettre. Écouter ce peuple, écouter la rue, appliquer l'article 7 et 8 et donner le pouvoir à la jeunesse. Bien entendu, écoutez, lorsqu'on fait la synthèse de ce que veulent les Algériens, c'est aller vers un état de droit, changer de régime et pouvoir choisir librement les dirigeants du pays. Maintenant, comment passer de ce désir, ce rêve au réel? Nous avons en face de nous un régime qui est là depuis près de 60 ans. Ce sont des gens qui ont une autre vision du monde, une autre mentalité, ils ont leur propre parcours historique et on ne peut pas comme ça, d'un claquement de doigts, leur dire abandonnez tout, vous allez sortir de vos bureaux et on va venir les occuper. C'est compliqué. Les Algériens sont sortis en millions dans les rues et ces millions-là doivent se transformer en dirigeant à l'intérieur des institutions. Et ça se passe par des élections. C'est le sens d'une assemblée nationale. Une vraie assemblée nationale, c'est celle qui représente les véritables suffrages à travers des élus qui sont choisis par le peuple. Et donc, toute la difficulté maintenant est comment faire ce passage-là. Comment établir des règles du jeu qui répondent aux vœux de la population sans mettre à plat, sans faire effondrer un État. On a vu les expériences en Libye ou en Syrie. Donc il ne faut pas aller dans le jusqu'au-boutisme. Il faut à un moment donné s'asseoir autour d'une table. Pour le moment, Gaïd Salah ne réclame pas de dialogue et encore moins de négociation. Ça, c'est une demande qui vient plutôt du mouvement populaire. Et en face de nous, il faut être réaliste. Celui qui détient le pouvoir de négocier, de faire des concessions, actuellement, c'est l'institution militaire. Donc, il faut parler avec l'institution militaire. Bien mais les modalités, M. Sofiane Djilali, beaucoup se posent la question justement sur la modalité. Comment, qui va négocier avec qui?
Écoutez, si on veut rentrer dans les détails, le commandement militaire peut très bien déléguer des représentants qui prendraient attache avec un certain nombre de membres de la société politique. Quand je dis société politique, ça signifie partis politiques, syndicats, associations et personnalités, et préparer une rencontre officielle. À ce moment-là, une rencontre officielle ne sera pas présidée par le chef d'état-major, parce que là, ça implique directement l'armée dans la gestion politique et personne ne le veut, mais ils peuvent accompagner, donner des garanties, arrondir les angles, ils en ont les moyens pour aboutir ensuite à un document de synthèse pour mettre en place une présidence de l'État qui peut être collégiale, mettre en place aussi un conclave ou un espace où les partis politiques, les syndicats pourront discuter et mettre en branle un certain nombre de changements législatifs pour ensuite aller à cette élection-là. Merci. Restez avec nous, M. Djilali. Oui, oui. Pour rebondir sur ce que disait M. Sofiane Djilali, quand il parlait de présidence collégiale ou pas, mais quelle aurait des attributions de président d'État, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de Parlement, il faudra avoir une légitimité pour légiférer par ordonnance. Donc de ce côté-là, il faut être précautionneux. Et ce qu'il a appelé le conclave, ou un espace dans lequel les syndicats, la société civile représentative et les partis politiques puissent se rencontrer, éventuellement apporter des amendements ou apporter leur intelligence, leur pertinence sur tel ou tel aspect des problèmes des citoyens, il faut peut-être essayer de trouver un moyen de la rendre non pas complètement délibérante, mais avoir un moyen juridique pour qu'elle puisse aider la présidence collégiale à trancher. Parce qu'au niveau économique, si cette présidence collégiale dure pendant 1 an, il faudra bien légiférer par ordonnance. Or, cette présidence collégiale n'a pas de légitimité. Donc, c'est toutes ces questions d'ordre pratique, démocratique, qui doivent être mises à l'ordre du jour. Et par rapport à l'état-major, il faut qu'il comprenne une chose. C'est que M. Toumi disait on ne négocie pas. Vous allez être obligé de négocier. Par contre, là où je ne vous avais pas compris dans le premier temps, je tiens à m'excuser, c'est quoi? C'est que les revendications du Hirak, c'est-à-dire Irouhouga ou Ta'na et compagnie. Oui, excusez-moi, M. Toumi, vous faites de la politique, ce n'est pas un programme politique. C'est ça la question. Et cette rue qui est émancipatrice, regardez toutes ces jeunes femmes, tous ces vieux, toutes ces vieilles, c'est extraordinaire ce qui nous arrive. Pour moi, je vous dis honnêtement, en tant que citoyen algérien, c'est un mythe fondateur de l'Algérie. Il est tout aussi important, moi qui suis un peu de l'ancienne génération par rapport à vous, 54, 62, pour moi, et la Soumam surtout, pour moi, c'est des éléments fondateurs de ce que je suis en tant qu'Algérien. On peut souscrire ou ne pas souscrire, c'est un autre débat. Par contre, le 22 février, plus ou moins le 16 à Kharrata, parce qu'il faut le signaler, et le 22 sur l'ensemble du territoire national, c'est un mythe fondateur, M. Toumi, avec votre jeunesse. Je souhaite que des gens comme vous et beaucoup de toutes les régions du pays s'emparent de cette histoire-là et la transforment, parce qu'il serait temps que cette jeunesse écrive sa propre histoire pour ce pays. Les autres générations, il faut faire une rupture, idéologique, dans la méthode aussi, et dans la volonté d'y arriver. Parce que vous êtes une jeunesse formée, s'il faut former encore un peu plus, il n'y a pas de souci, mais le destin, même notre destin à nous, qui avons 20 ans de plus que vous, dépend de vous, quelque part, pour adoucir notre fin de vie. Et là, vous devrez faire une rupture générationnelle, avec tout ce qui a finalement déconstruit l'Algérie et la nation algérienne. Azdine, une rupture générationnelle, est-ce que c'est la volonté qui manque? Oui, c'est la volonté politique de la cohésion, qui manque, parce que le pouvoir, il maintient toujours, il s'entête à rester à se régénérer. Mais revenons aux revendications de la population. Mais quand on voit Mouad Bouchareb et compagnie, ils sont jeunes. Non, c'est mais ce n'est pas du tout la même mentalité de la jeunesse qui est là. Non, d'abord la jeunesse, elle doit être accompagnée de crédibilité et puis de sincérité aussi envers son pays. Ces gens-là, ils ont déjà consommé toute leur légitimité, ils ont consommé toute leur crédibilité depuis des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas
moi qui fais, en tant que citoyen algérien, qui participe à toutes les marches, à toutes les manifestations, je ne peux pas m'asseoir autour d'une table où il y a tous ces partis politiques qui ont conduit à la crise, qui ont mené l'Algérie à la crise, qui ont été dans le système de Bouteflika, qui étaient dans la Aïsaba, qui ont délapidé l'argent du peuple, qui ont insulté le peuple. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont déjà insulté le peuple algérien, ils l'ont traité de tous les noms, etc. Donc, moralement, je ne peux pas m'asseoir autour d'une table avec ces gens-là. Et ça, ce n'est pas uniquement moi. Je pense que je partage le sentiment de millions d'Algériens qui rejettent tous ces symboles de l'ancien système. Et quand je reviens aux revendications politiques, quand vous prenez par exemple ne serait-ce que le slogan Djumhuriya, je vous le jure que si vous ramenez des spécialistes dans le droit constitutionnel, etc., et en prenant ce slogan-là, ils peuvent vous décliner une constitution de bonne et de forme qui porte les valeurs de cette société, qui porte les valeurs de l'Algérien et de la culture algérienne, avec toutes nos différences, bien sûr. Et ça, le pouvoir, c'est ça ce qui dérange le peuple. Quand j'ai vu hier, ils ont interviewé certains jeunes étudiants, 18 ans, 20 ans, et ils ont fait preuve d'une maturité politique extraordinaire. Ils comprennent la situation, ils savent comment déjouer tous ces plans qui sont en train de mener et les manœuvres qui sont en train d'être conduits par le chef d'état-major pour maintenir le pouvoir en place. Oui, Idil. Oui, parallèlement à ce qu'il disait, c'est-à-dire il disait je ne peux pas m'asseoir avec les partis de l'Alliance présidentielle, tous ceux qui ont participé, qui ont cautionné par leur comportement, par leur pratique, d'avoir été au gouvernement et avoir pratiqué avec tout le système de Bouteflika. Je peux comprendre, mais il est exclu que ces personnes-là vous rejoignent. Là, il y a des préalables. Je suis d'accord avec vous, vous savez, il y a des noms dont l'histoire a définitivement retenu le nom, à tort ou à raison. Ce n'est ni votre faute ni la mienne. Par contre, leur dénier le droit d'aller se présenter aux élections, si tel est le prolongement de l'idée, je dis non. Parce que là, vous avez dit une chose importante tout à l'heure, seule la démocratie arbitrera entre les différentes options politiques qui s'offriront au pays. Seule la démocratie. Mais au préalable, comme vous le savez, on ne va pas rentrer dans un débat politique sur la commission d'indépendance des élections, comment les surveiller, comment ci, comment ça. Ça, c'est un autre débat. Mais seule la démocratie, il faut qu'on commence. Moi, ce qui me remplit de bonheur, qui me remplit de joie, honnêtement, même si je fais des redondances, excusez-moi, c'est cette jeunesse. Je suis ébahi, stupéfait, franchement. On a eu une petite vidéo de Mouad Boucherb justement ce matin. Il y avait eu une petite altercation entre lui et des députés du FLN. Abdallah, je ne sais pas si la vidéo est prête. Monsieur Sofiane Djilali, on voit que le FLN se cherche une virginité, bien sûr, et ça c'est tout le monde qui le dit, mais apparemment avec les mêmes moyens. On va peut-être même assister à la fermeture de la PN. Écoutez, je crois qu'il faut être sage. Le FLN doit être remis en tant que sigle au peuple algérien. Le FLN a été ce parti politique qui avait mobilisé les Algériens contre le colonialisme. À partir de 1962, il est rentré dans de graves dérives et les derniers secrétaires généraux ne font vraiment pas honneur ni à l'Algérie ni à ce parti. Donc il faudrait arrêter les frais ici. Quant aux autres partis, il faut qu'ils se présentent devant le peuple et c'est à lui de choisir à qui il veut donner ses voix. Vous savez, nous sommes dans une phase extrêmement sensible, importante. Nous allons vers la construction d'une Algérie nouvelle, quels que soient les jeux politiciens, mais la société a tellement évolué qu'elle va imprimer
une nouvelle réalité dans le futur proche. Et il faut savoir équilibrer nos demandes. Le mieux peut devenir l'ennemi du bien. Donc, à vouloir tout demander de façon absolue, on risque de retarder l'échéance. Je pense que petit à petit, il faut aller vers un dialogue et ce dialogue doit déboucher forcément sur l'état de droit et la démocratie pour tout le monde. Monsieur Sofiane Djilali, beaucoup en ce moment parlent de revendications, de plateformes de revendications. On a même vu Gaïd Salah qui insinue ça aussi dans son discours d'hier. Sortez-nous vos représentants. Mais d'autres côtés, justement, d'autres politiques, observateurs, disent que la rue n'a pas justement à formuler des revendications. La seule revendication qui existe, c'est le départ du régime. Après, on parlera d'autre chose. Non, la rue, quand on parle de la rue, c'est un peu péjoratif, mais en fait, c'est le peuple qui s'est exprimé. Et le peuple s'exprime de temps à autre dans l'histoire d'une nation. Il ne s'exprime pas tout le temps. Le peuple a dit « je ne veux plus du régime actuel, je ne veux plus des symboles, des figures symboliques de ce régime, elles doivent s'en aller ». Et le peuple a dit « nous voulons une démocratie et un état de droit ». Ensuite, le relais sera pris par un électorat, parce que le peuple n'est pas toujours un. Le peuple va s'exprimer dans la pluralité, dans les différentes tendances. Sinon, on retomberait dans la Jamahiriya libyenne ou alors le parti unique. Donc, l'idée de structurer le mouvement est complètement à côté. Elle ne peut pas se faire parce que le peuple, c'est le travailleur, le chômeur, le médecin, le cadre, l'entrepreneur. Et tout cela, lorsqu'on rentre dans l'action politique, chacun a sa vision. Il y a une différence de classe, mais il y a aussi une différence idéologique. Il y a celui qui est très conservateur, il y a celui qui est libéral, etc. Et donc, à vouloir mythifier un peuple unique, uni et tout le temps, ça, c'est tomber dans un populisme qui est de mauvais aloi et il ne faut surtout pas rentrer dans cette voie-là. Par contre, le peuple a parlé, le peuple a donné ses décisions. Sa décision est que c'est fini avec le passé, construisons le nouveau. C'est à la classe politique, c'est à la société politique, comme je le disais tout à l'heure, de prendre en charge cette revendication et c'est là où l'élite, la jeunesse, les nouvelles forces doivent intervenir. C'est pour ça que, personnellement, je demande à ce que la loi sur les partis politiques soit révisée pour alléger les procédures. Il faut donner l'agrément aux partis qui n'en ont pas. Il faut laisser de nouveaux partis s'organiser. Il faut laisser cette jeunesse formidable et magnifique exprimer son potentiel. Et je suis sûr qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans au maximum, le champ politique va être reconfiguré et on découvrira de nouveaux leaders, de nouveaux visages, de nouveaux discours. Oui. C'est ce dont a besoin le pays. Merci Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Saha Ftorek, à une prochaine fois, Inch'Allah. Yatik Saha. Normalement, on va prendre quelques appels parce que on prend des appels aussi normalement dans cette émission. Je ne sais pas, est-ce que عندنا اتصالات يا عبد الله؟ أشكو زهير من فرنسا. زهير مرحبا بك. السلام عليكم. الزول وعليكم السلام. صح رمضان les invités نكذاون. En fait, qui j'ai appelé, c'est juste pour soulever un point sur ce qu'il disait tout à l'heure, monsieur, pour discuter. Il faut avoir des représentants pour discuter avec monsieur Gaïd Salah. Oui. Je voudrais juste dire un point. C'est qui nomme le ministre de la Défense? Est-ce que c'est le président ou c'est le ministre de la Défense? C'est bien le président de la République qui nomme le ministre de la Défense. Alors automatiquement, M. Gaïd Salah, il n'a pas sa place à négocier l'armée, il a sa place dans les casernes, ce n'est pas dans la négociation. Alors automatiquement, moi je suis entièrement d'accord avec le confrère M. Karim Tabou, et il n'y a pas de négociation avec M. Gaïd Salah. S'il y a des négociations à faire, ce sera avec M. Salah, l'autre Salah. Voilà, le président actuellement. Ben Salah. Voilà, Ben Salah. Il n'y a pas de négociation avec M. Gaïd Salah. Mais M. Gaïd Salah, c'est un militaire. Il n'y a pas de négociation. Le militaire, il est dans les casernes. Je suis vraiment désolé. Peut-être je m'exprime de cette façon. Je n'ai pas assez de QI politique. Mais pour moi, personnellement,
s'il y a des négociations entre le peuple, il faut que ce soit avec les représentants de la présidence. Ça n'a rien à voir avec l'armée. L'armée doit rester à sa place. Gaïd Salah, il doit démissionner ou il doit se retirer de tous ses discours. Voilà mon point de vue. Et je tiens à remercier les invités. Et je suis vraiment entièrement d'accord avec le confrère de M. Karim Tabo. Et je suis entièrement d'accord avec l'invité qui était sur Messenger ou Skype aussi. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci Zoher. Et l'autre invité aimerait vous répondre aussi. Monsieur Honoré. Je suis complètement démocrate, vous avez entièrement raison. Le souci, c'est que le chef d'état-major tire sa légitimité du président de la République de notre Constitution parce qu'il est ministre de la Défense nationale et chef des forces armées. Oui. Non, je parle du président de la République. Oui, le président, donc oui. La légitimité de M. Gaïd Salah, il la tient de l'ancien président, M. Bouteflika. Ça, c'est un élément donc juridique. Par contre, quand vous dites qu'il ne faut pas négocier, il ne vous a pas échappé, cher monsieur, qu'il n'y a plus de président de la République. Il y a un président d'État. Donc, avec qui négocier le cœur nodal du pouvoir, c'est l'armée, que vous le vouliez ou non, même quand il y avait des chefs d'État. Oui. Rappelez-vous, M. Chedli, après M. Chedli, la présidence de l'État, après M. Zerouel, après, etc., etc. Donc, mais bon, je respecte tout à fait votre avis, il n'y a aucun souci. Avec nous aussi, Nordin من الحراش. Nordin, مرحبا بك Nordin. السلام عليكم سي الحسين. وعليكم السلام، مرحبا بك. وسلام وصول ضيوفك الكرام. مرحبا بك. والله شوف كاين واحد المثل يقول لك شوف اسمع كلام جدودك باش يصلح عودك. والله الناس ناد الكبار نعطيك مثل قالوه في 1800 في ال 19 سيكل هكذاك وقعت 1860. واش كانوا يقولوا الجزائريين كي جابت فرنسا جابت هادو لي جيتون جابت هادو بني عداد يقول لك واحد الكلام الرخصيه الزرقاء ويركبوك بني عداد. بني عداد هما كاع لي جيتون جواطنا بني هجرس بني هندل بني عريان هادو هما شوف واش راك تشوف هادو هما اللي ما حبوش يسيبوه. ودوك هذايا يقولوا قايد صالح راهو يهضر لك يقول لك يهضر شوف دوك رانا في ان ايطا ميليتير. دوك كان عندك رايس بكري كان عندنا رايس شريطه وكذا لو كان يهضر في وقت بوتفليقه دوك عندك رايس هذا بن صالح يهضر يمشي كل سمانه جاينا ديسكور يفكرني والله يفكرني غير بهذاك تاع طاكسي المخفي يما حبيت نتقيها توليد ورديه الله يرحمه من الزوج هضرات الكلام تاعو لي ديسكور تاعو كاع قيا. اما نقول لك في الحاله اللي راهي صايره الشعب هذاك الشعب راهو شغل راهو يستفز فيه هذا النظام هذا. دوكا لو كان جا الشعب الاليات باش الحق نقولوا للنظام الهرم السلطه لازم تكون خايم كيما هادوما فهمتني. دوك المشكل راهو في الاليات هادوما راهم يبينوا لك الرموز تاع الفساد رموز تاع الشعب ماشي رمز. الو نوردين فقدناه. معنا شكون؟ سليمان من تيزي وزو. سليمان؟ انا معك. لا سلامة. الو سلي غاك يا سليمان اهضر. مرحبا يسي. موقع. je voudrais موقع. ايه. je voudrais parler du حركي. ايه. الحركي شويه اخري كل الهدره. الو سلي غاك يا سليمان سلي غاك اهضر. مغرقة خليها depuis l'avènement du Harakiri, j'écoute le Maghrébien, il y a des analyses qui ont été données, à chaque fois on sort du sujet. Vraiment, Gaïd Salah, vous savez très bien que Gaïd Salah, il ne peut pas prendre une responsabilité aussi lourde, aussi grande, à Khatar, depuis 1962 à 1962 à 2019 que le régime il est. Donc il n'y a pas eu, il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'erreurs, il y a pas mal de problèmes, il y a pas mal d'assassinats, il y a pas mal de conflits en Algérie qu'il ne peut pas citer comme ça à la télé. Donc la seule chose qui
peux donner le chef d'état-major comme accord à des négociations pour une deuxième république, c'est la réconciliation nationale depuis 1954 jusqu'à 2019. Merci Slimane, يعطيك الصحة. ثنميرثي مدليض يدنا يدير ونغنو نغيظ peut-être à la fin de l'émission. Oui. Mais quand même, on va se quitter peut-être sur ces propos de Slimane. C'est que l'armée, enfin tous les gens qui ont appelé, ils veulent pas négocier avec l'armée. Oui, mais à un moment donné, c'est la seule force organisée. C'est la seule force organisée. Quand M. Gaïd Salah s'exprime et dit publiquement je ne vois pas les élites, je ne vois pas les partis politiques, etc. Est-ce que c'est une invitation directe aux partis politiques, à la société civile, aux syndicats libres, aux corps intermédiaires à solliciter une entrevue et pouvoir discuter? En même temps, M. Nouran, le X, c'est que même Gaïd Salah, il dit que lui, ce n'est pas de sa mission de négocier. Il dit qu'il y a une évidemment, non, jamais l'état-major ne s'impliquerait dans une réunion partisane politique. Mais au moins qu'elle soit organisée de manière institutionnelle par au moins le Premier ministre, tout ce qui sert de Premier ministre. C'est dans un cadre de l'État qui reste encore debout grâce justement aux fonctionnaires qui le maintiennent debout. Ce n'est pas au niveau de l'état-major, mais l'état-major est derrière de toutes les manières. Mais c'est évident que ce n'est pas à discuter directement avec Gaïd Salah, parce que le vrai souci qui nous attend, ce n'est pas maintenant. Parce que là, nous sommes en train d'essayer d'envisager des démarches et une méthode. Le gros du travail, le gros des chocs frontaux arriveront au moment de la rédaction de la Constitution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur revisiter la nation, que les Algériens se sentent libres, tous égaux en droit. Article 1, 2 et 3. Voilà, qu'il n'y ait pas de l'idéologie, etc., etc. Je ne veux pas aller dans les détails, mais des gens se préparent justement pour ce combat-là qui mériterait d'être d'abord mené et d'être gagné pour le bien-être de toutes les communautés nationales du pays. Azdine, beaucoup justement pour éviter tout ce débat et tout, peut-être des affrontements, comme disait Idir, évitons un peu de parler de l'article 1, 2, 3 de la Constitution et allons direct aux élections. Mais entre cela et cela, il y a le peuple qui est dans la rue depuis 3 mois et qui exige tout simplement le départ de l'Aïsaba pour justement retrouver un pays des droits, un pays des libertés. Comment est-ce possible? C'est très possible. D'ailleurs, 3 mois après, nous sommes toujours dans la rue. Nous gardons toujours notre cap et nous maintenons nos positions sur nos revendications, etc. Et je pense qu'il y aura de grands changements grâce, et je voulais faire rappeler quand même que si ce n'était pas la pression de la population, aujourd'hui, demain c'est le dernier délai de dépôt de candidature aux élections, que le plan du pouvoir c'était de nous ramener d'Arwa vers une élection présidentielle truquée, organisée par la même administration, par les mêmes personnes. Mais permettez-moi de terminer. J'ai commencé avec l'image, le slogan des étudiants qui disait nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes. Et je voulais faire une relation avec ce qu'on avait vu, les images du FLN aujourd'hui. Et c'est à l'image, parce que le FLN c'était l'axe central quand même du régime, ou parmi les axes centraux du régime. Et dire aujourd'hui... J'aime bien parce que vous parlez dans le passé, dans votre tête, ce régime est fini, ça y est. Ah, pour moi... C'est ça, hein, dans l'inconscient de tous les Algériens. Et dire aujourd'hui que le FLN, ce FLN-là, et l'héritier, le digne héritier du FLN qui avait fait la révolution en Algérie, je pense que c'est une insulte aux chouhada, c'est une insulte aux martyrs et à toutes les personnes qui ont fait la révolution dans ce pays. Merci. Merci, M. Gaspard. Non, je voulais dire que c'était tout à fait, quand vous voyez la scène au niveau de l'Assemblée nationale et la scène précédente, lors de la mise à la porte de M. Saïd Bouhadja, remarquez le niveau de violence, entre le président de la PN, légitime ou pas, hein, et la sortie de M. Bouhadja. Ce n'est pas avec des individus comme ça qu'on peut construire une démocratie, qu'on peut construire un état de droit et qu'on puisse construire de la reconnaissance et de l'empathie et de la bienveillance entre 2 citoyens algériens.
C'est pour ça que je disais à Sofiane Djilali, est-ce qu'on va revivre les mêmes moyens justement, on va voir les mêmes images, la fermeture, les cadenas Non, je ne pense pas qu'on y aille jusque-là, mais vous savez, la fin de mandat de M. Bouteflika, la présidence, le pouvoir n'était pas incarné. Tous les dysfonctionnements au niveau du Premier ministère contre M. Ouyahia ça préfigurait de ce qui allait arriver. Et maintenant, il faut que ce mouvement-là puisse tenir le coup dans la durée. Moi, je suis entièrement optimiste. On y arrivera. C'est toujours un plaisir de vous écouter, M. Nouron, mais merci à vous tous, merci à Idiro Nouron, merci à Azdine Toumi, merci à Sofiane Djilali, merci à vous toutes et tous. Sahaf Torkom, à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.